Eh bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une finalité, un but. Nous construisons, sans le savoir encore, le paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 2, 3, peut-être 10 siècles, peu importe. L'humanité, elle a le temps. Elle a le temps devant elle. C'est nous les humains, notre temps est compté, mais celui de l'humanité n'est pas le même. Et donc, si l'humanité a une sorte de destinée, eh bien, et si c'est les hommes qui construisent cette destinée, de façon intuitive, de façon instinctive, on pourrait dire, eh bien ça veut dire que chaque être humain a du sens, a un sens, que notre présence au monde n'est pas insensée, elle a du sens, elle a une raison d'être. C'est un peu la souffrance de l'être humain et surtout dans le monde occidental et le monde actuel qui s'est détaché de ses pensées spirituelles, de ses pensées métaphysiques. Pour beaucoup, leur vie ne semble pas avoir du sens réel. Il y a quelque chose qui est un peu dérangeant, qui est de l'ordre de la souffrance. Ça induit une sorte de souffrance. De vivre comme ça, de façon... avec une sorte de sensation que, bon, notre présence pourrait ne pas être là en réalité. Et c'est totalement faux. On est fondamental, tout être humain est fondamental pour cette œuvre que nous sommes en train de construire. Alors, cette perfection dont je parle, à mon sens, c'est l'accession au bonheur absolu, l'accession au souverain bien dont parlent les Grecs, les philosophes grecs comme Platon, Aristote, à l'esprit absolu dont parle Hegel, à la joie, au bonheur suprême dont parle Spinoza, etc. Donc c'est l'accession à un état de conscience bien particulier, qui n'a rien à voir avec l'état de conscience ordinaire dans lequel nous sommes animés dans la majorité des cas. Dans notre vie ordinaire, là par exemple, je fais ces vidéos quand les gens, quand ils travaillent, quand ils vivent leur vie, ils sont vécus par l'ego. C'est l'ego qui vit. Là, à travers moi, c'est l'ego qui vit. D'ailleurs, quand je parle, quand je pense, je suis pas dans la sensation. Je ressens pas les choses où je les sens, mais vraiment de façon diffuse. Pour être dans un état de véritable ressenti, il faudrait que je me taise, que j'apaise mon corps, que je me concentre sur la sensation, sur le temps, que je sois en contemplation en réalité. Et l'état d'extase, c'est l'état de contemplation absolue. C'est un état de conscience tout à fait différent de l'état ordinaire de conscience. Ça change pas, on change pas physiquement, on marche pas sur l'eau, on vole pas dans les airs, mais notre intériorité, notre corps, notre organisme, chacun de nos organes jubile, jouit de plaisir, de bonheur, d'un état qui n'a rien à voir avec, je le redis, avec l'état de conscience ordinaire dans lequel je suis, par exemple là. Mon corps fonctionne, j'ai mal nulle part, je suis pas mal, mais ça n'a rien à voir avec la sensation qui existe quand on est dans cet état d'extase. Et cet état d'extase, eh ben, j'ai eu la chance
de le vivre de façon accidentelle il y a 25 ans maintenant, au tout début de la mécanique universelle. J'avais fini le travail, j'avais découvert, donc je vais faire la genèse de cette expérience. Je le fais grâce à une personne avec qui j'échange sur les vidéos, donc il y a un lien pour pouvoir écrire des commentaires, et en fait elle m'a demandé d'expliquer ce qui s'était passé, ce qui se passe dans l'état d'extase, selon moi, comment j'ai vécu cet état-là. Et je m'exprime très mal, je suis désolé, mais je vais essayer d'éclairer cette aventure bien particulière. Donc, la mécanique universelle est née comme ça un jour d'octobre 1999, juste avant de tourner l'an 2000. À 1 ou 2 mois près, on passait en l'an 2000. Et j'écrivais des petites nouvelles et j'ai écrit une phrase: l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Je l'ai écrit comme ça, de façon spontanée. C'était à l'intérieur d'une nouvelle et j'ai pris conscience de ce que je venais d'écrire. Quand j'ai pris conscience de ce que je venais d'écrire, j'ai eu une bouffée d'angoisse, une sorte, pas d'angoisse, mais quelque chose qui, comme si je venais de découvrir, comme si je venais de voir un mammouth ou je sais pas, quelque chose d'incroyable. Donc il y a eu une émotion vraiment particulière, une bouffée de chaleur, etc. Et puis progressivement, ça s'est apaisé. J'ai réalisé ce que je venais d'écrire et d'un seul coup, je me suis dit, parce que je me posais jamais cette question, où va l'humanité? C'est pas une question qu'on se pose en réalité. C'est ça, tout l'intérêt de la mécanique universelle, c'est d'expliquer cette chose-là. Et curieusement, quand j'en parle, les gens, tout de suite, ils se l'approprient. Ils disent, ben oui, évidemment, sauf que on n'y pense pas. C'est pas quelque chose qui est évident. C'est pas quelque chose qui arrive tout de suite dans notre esprit. Et donc, quand j'ai pris conscience de cette phrase-là, j'ai tout abandonné. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à essayer de comprendre pourquoi j'avais écrit cette phrase, si elle était vraie, si ça correspondait à quelque chose. Donc j'ai commencé à écrire, à penser, à réfléchir à ça pour savoir si tout correspondait à cette sorte de vérité qui venait de sortir de mon esprit. Et donc j'ai plongé là-dedans, parce que ça va tout à fait avec mon esprit que j'ai découvert il y a 2 ans maintenant, comme étant un peu sous la forme de l'autisme, autisme Asperger plus ou moins. Et donc je coche un peu toutes les cases j'ai fait les tests et je coche toutes ces cases de l'autisme. Et dans l'autisme, il y a peut-être, enfin au moins pour moi, ce désir, je ne peux pas laisser quelque chose que je ne comprends pas. Alors c'est valable aussi pour mes relations humaines. Malheureusement, je suis obligé, si quelque chose ne correspond pas à la logique, je vais creuser, je vais chercher, je vais vouloir comprendre, etc. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc je suis rentré, je suis tombé en philosophie, on pourrait dire, ou en spiritualité, parce que je ne m'intéressais pas du tout à la spiritualité, ni rien, à l'époque. Et alors, j'ai fait tout le squelette de ce qui est devenu le site actuel maintenant, mécaniqueuniverselle.net. Maintenant, il a plus de 1000 pages, mais au tout début, ça tenait en 5-6 pages, une dizaine de pages. Et donc, il y avait tout, il y avait la relation au mal. Pourquoi il y a le mal? Puisque si on va vers la perfection, qu'est-ce que c'est que le mal? Qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce que c'est que la mort? Qu'est-ce que c'est que... est-ce que tout est déterminé ou est-ce qu'il y a du hasard? J'étais confronté à toutes ces questions, mais j'avais jamais fait de philosophie, donc je faisais naître l'histoire de la philosophie
sans m'en rendre compte en fait. Je repassais par toute la réflexion de toute l'histoire de la philosophie qui s'est posée en fait toutes ces questions-là. Mais je ne le savais pas. Et donc, au bout de un mois, quelque chose comme ça, peut-être, je sais, j'arrive pas à me souvenir véritablement des dates. D'abord, il y a eu des choses assez incroyables. J'ai rencontré un ami que je voyais jamais sur un marché. Je lui ai dit, voilà, j'ai découvert cette phrase, j'en parlais systématiquement, en fait, et j'ai découvert cette phrase, et voilà. Et il m'a dit, ben moi, je fais des sites pour une grosse boîte, je vais te faire un site internet, ça m'intéresse, ta phrase, elle est incroyable. La dame, etc. Et donc c'est parti comme ça. Il a été tout de suite sur Internet très rapidement, le site, etc. Et donc je suis rentré chez moi. J'ai fait donc cette réflexion qui a duré à peu près un mois. Et au bout d'un mois, j'avais l'impression d'avoir fini mon travail, parce que je ne me sentais pas la capacité de pouvoir écrire, de pouvoir... j'avais pas fait d'études, j'ai pas le niveau de... J'ai arrêté en ce qu'on appelle la 6e de transition, c'est-à-dire c'était une voie de garage à partir de 10 ou 12 ans, je ne sais pas quelle époque, mais bon, voilà, j'arrivais pas, j'étais inadapté à la scolarité. C'était pas le manque de moyens, mais c'était la timidité hyper maladive. Il y avait, bon, voilà, un mal-être, enfin, tout un tas de choses qui faisaient que je ne pouvais pas être là-dedans. Et j'arrivais pas à me concentrer ni rien. Et donc, pareil, pour faire cette... J'ai réussi à faire la trame, mais j'ai vu que je ne pouvais pas écrire, je ne me sentais pas d'écrire, de rédiger, d'en faire un livre, d'en faire quelque chose, de développer cette idée de façon pointue. Et donc j'ai écrit ce petit truc et j'ai décidé de l'envoyer. J'ai dit, bon, ben, j'ai découvert cette chose-là, je pensais être le seul à avoir découvert ça. J'avais pas de notion de philosophie, je m'intéressais pas à la religion, donc j'avais pas compris que ça avait déjà été brassé par les religions. L'idée de l'apocalypse, c'est la montée vers la révélation. Et la révélation, c'est l'accession au royaume de Dieu, en somme. Et le royaume de Dieu, Dieu c'est l'amour, donc c'est le royaume de l'amour, et l'amour c'est l'extase. L'amour sous sa forme absolue, c'est l'extase. Donc tout était cohérent, mais je savais pas que la religion s'intéressait, avait brassé ça. Je savais pas que des philosophes avaient déjà pensé à ça sans pouvoir le toucher complètement, parce qu'ils étaient à une époque, voilà, quand Spinoza fait l'éthique, il n'a pas les moyens de comprendre que l'humanité va vers cet état de perfection. Pourquoi? Parce que en 1600, il y a pas encore l'ONU, il n'y a pas l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'organisation universelle. Ils pouvaient pas imaginer que il y avait la moitié du monde qui n'était pas découvert, qui s'était pas rencontré, je veux dire. Donc, c'était pas possible en fait de pouvoir comprendre ça. S'il était maintenant là, Platon, Hegel, Spinoza, Descartes, Pascal, n'importe qui, ils auraient découvert, mais peut-être 1000 fois plus vite et mieux que ce que je le fais. Mais c'est une évidence maintenant, mais pour eux, non. Et donc, j'écris donc cette théorie et je décide de l'envoyer à ceux qui me paraissaient être des philosophes, des chercheurs, des penseurs. Donc j'ai regardé ce qui passait à la télévision parce que c'était ma seule façon de connaître un peu ce milieu-là, le milieu des chercheurs. Et donc il y a eu une vingtaine de personnes, j'ai fait une vingtaine de tirages et je l'ai expédié à ces personnes. Voilà, les philosophes qui passaient à la télévision. Il y avait peut-être Consponville, je me souviens plus qui, enfin voilà.
d'Italie, qui avait, et puis des scientifiques. Donc, je fais ces lettres. Voilà, il y avait une vingtaine de lettres, 25 lettres, je crois. Je vais à la poste, je poste mon courrier, je prends mes timbres et je les mets dans la boîte et ça m'a angoissé. Je me suis dit, mais est-ce que... J'avais peur, en fait. Là, il y avait je pense que c'est le narcissisme qui travaillait à ce niveau-là, mais j'avais peur, pardon, de choquer le monde, d'apporter une sorte de clé, une révélation qui d'un seul coup éclairait tout, et après, qu'est-ce qu'on faisait, quoi, que ça pouvait bouleverser le monde. J'avais vraiment un sentiment de mettre en danger l'humanité. Et donc, j'étais angoissé à l'idée de lâcher l'ensemble de ces lettres. Et donc, j'étais à la poste, il y avait l'entrée, l'ouverture pour envoyer ces lettres de l'autre côté, dans un endroit fermé. C'était un truc assez grand comme ça, où on pouvait mettre toutes ces lettres, donc je les tenais comme ça. Et dans ma théorie, j'avais compris, donc dans ce mois de travail sur la mécanique universelle, que tout ce qu'on fait, c'est parfait. Même quand on se trompe, même les erreurs, même le pire qu'on peut commettre, parfois on peut faire du mal aux gens, même en voulant faire du bien ou quoi que ce soit. Même dans le pire, c'est exactement ce qu'on doit faire. On ne peut pas faire autre chose. Alors, qu'on condamne le mal, etc., tout ça c'est fondamental, mais tout est parfait dans le meilleur des mondes. Et là, c'était une véritable conviction. Ça m'avait complètement apaisé, d'ailleurs, d'avoir compris ça parce que j'avais été un père un peu inquiet, un peu difficile peut-être avec mes enfants. Et d'un seul coup, je comprenais que tout était parfait, que c'était ça qu'il fallait, qu'en fait, que j'avais subi moi, vécu dans mon enfance, qui avait été assez violente, assez traumatique, eh bien, c'était fondamental. Sans ça, j'aurais jamais fait la mécanique universelle, j'aurais jamais découvert ça, j'aurais jamais fait de l'art, j'aurais jamais... voilà, donc ce passé, il était important. Si Van Gogh avait eu des parents idéaux, un père parfait, il aurait été businessman peut-être, il n'aurait pas il n'aurait pas été artiste. Voilà, donc tout est parfait dans le meilleur des mondes. Et donc je tenais ces lettres et j'avais peur de les mettre. Et d'un seul coup, j'ai vidé, mon cerveau s'est vidé et j'ai dit, si j'ouvre les mains, c'est ça qu'il faut qu'il se fasse. Si je les garde fermées et que je ressors les lettres, c'est ça. Et j'ai ouvert les mains. Et c'est parti. J'ai eu une bouffée de chaleur, encore une fois. J'ai eu un truc, je voulais aller les récupérer. Et d'ailleurs, tiens, ça me fait penser que cette hésitation, eh ben, ça fait partie justement des esprits comme ça qui sont... voilà, parce qu'il y a trop de possibilités et on n'arrive pas à choisir, on n'est pas déterminé comme certains qui disent bon ben c'est comme ça, etc. Et le fait d'hésiter, ça correspond à ce type de caractère que j'ai. Bon bref, ça c'est une aparté. Donc j'ai lâché et je me suis retrouvé dans un état bizarre, voilà, tout simplement. J'étais à la poste, j'étais à Cannes, j'habitais Cannes à l'époque, Cannes-la-Boca. J'étais à la poste de Cannes-la-Boca. Et là va venir la deuxième partie de la vidéo.